Donc, bonjour tout le monde, bon matin à tous. Ça me fait un grand plaisir d'être ici ce matin et de pouvoir vous partager ce dont j'occupe la plupart de mon temps de travail, soit parler de l'économie sociale, une autre manière d'entreprendre qui, je l'espère, pourra vous donner des idées ou peut-être seulement vous donner une nouvelle perspective du développement de l'économie et de la manière dont on peut se prendre en charge dans nos communautés respectives. Donc, voici ce que je vous propose aujourd'hui, avec quelques petites modifications dont je vais vous parler. Donc, brièvement, vous présenter l'organisme pour lequel je travaille, le chantier de l'économie sociale. Peut-être partir un peu de votre base, voir qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que l'économie sociale, en avez-vous déjà entendu parler? Je vous propose de débuter avec une animation en images qui s'appelle un pécha-coucha. Ensuite, un petit peu plus de notions de contenu de base théorique sur l'économie sociale. Une courte vidéo pour vous montrer des gens en action, des exemples d'entreprises. Et ensuite, on va y aller sur l'économie sociale à travers le monde. Donc, un peu un portrait de certains pays. Je ne connais pas toutes les initiatives qui se passent à travers le monde, mais on est bien informé quand même de plusieurs initiatives. Donc, j'essaierai de vous donner un peu des informations et des exemples sur ce qui se passe ailleurs. Et un petit exercice peut-être à la fin que nous avons modifié hier en discutant avec Flavie. Je vous le dis maintenant, comme ça vous pourrez réfléchir pendant la présentation, mais j'avais préparé un exercice plus pour poser des questions, pour essayer de soulever qu'est-ce qui pouvait vous interpeller ou vous questionner, mais je pense que vous êtes un groupe assez allumé, qu'on m'a dit. Vous êtes tous très impliqués et vous avez déjà une grande réflexion sur plusieurs choses. Donc, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est tout au long de la présentation, essayer de réfléchir à des exemples ou des initiatives chez vous qui pourraient, selon vous, ressembler à de l'économie sociale. Peut-être que vous êtes sûr que ça en est, d'autres fois non. Et pour essayer de voir comment ça peut s'adapter. Puis, on pourra faire un partage vers la fin de la présentation de ces initiatives-là et on pourra voir si oui ou non ça en est ou comment ça pourrait en être. Ou pour essayer là, d'apporter un peu quelque chose là, de toute votre recherche là, de diversité de pays, de communautés. Et à la fin, si il nous reste un peu de temps, tout dépendant là, de vos questions, on pourra faire un petit quiz rapide sur certains mythes et réalités sur l'économie sociale. Ça vous va? Alors, donc, comme Flavie l'a dit, je la présente du comité jeunesse du chantier de l'économie sociale. Le chantier de l'économie sociale, c'est un organisme québécois qui, en fait, c'est un réseau de réseaux. Donc, son travail, en fait, c'est de regrouper tous les réseaux territoriaux de chacune des régions, mais aussi de tous les secteurs d'activité, aide domestique, habitation, loisirs, etc. Et tous les organismes qui travaillent aussi à l'appui de l'économie sociale, mais aussi les mouvements sociaux, syndicats, femmes, jeunes, Premières Nations, chercheurs. Donc, c'est un peu là l'organisme qui va faire de la représentation politique pour certains sujets et aussi regrouper tout ce monde-là. Donc, la mission du chantier, en fait, c'est de promouvoir l'économie sociale comme une partie intégrante de l'économie plurielle du Québec. Donc, on pourra voir c'est quoi ça, l'économie plurielle, et aussi de participer à la démocratisation de l'économie, donc rendre un petit peu plus accessible aux citoyens l'économie, et aussi à l'émergence de nouveaux modèles économiques basés plus sur les valeurs de solidarité, d'équité et de transparence. Qui, à mon sens, à moi, sont des valeurs qu'on a besoin de promouvoir et d'ajouter un petit peu plus dans notre société. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec le Québec, c'est une province du Canada. Voilà. Il faut que je reste ici.
Je débuterai en vous réveillant un peu aussi pour la première ce matin en vous demandant, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'économie sociale? Est-ce que vous connaissez des entreprises? Ou si vous ne connaissez pas ça, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Alors, oui. Oui. Cyprien du Mexique. Pour moi, l'économie sociale, ça c'est une économie qui crée des liens entre les personnes, qui permet, il est d'ailleurs de faire du réseautage. Du réseautage, ça peut ensuite engendrer une économie fiduciaire. Une économie fiduciaire, vous avez dit? OK, parfait. C'est bon. Aviez-vous d'autres choses à ajouter? Non, c'est bon. Parfait. Donc, une économie qui fait des liens, une économie qui va amener à faire de l'argent à un moment donné. Bonjour, moi c'est Bassirou Kaba de New York. Je pense que l'économie sociale, c'est la liaison de plusieurs entreprises en vue d'aider la communauté. C'est tout, c'est ce que je pense. Parfait. Après, durant la présentation, on va tout démêler ça, puis on va voir ce qui est dedans ou ce qui ne l'est pas. Oui. Bonjour, Daniel Roy, Winnipeg. Je lance ça comme ça, mais peut-être, est-ce que l'économie sociale serait peut-être un modèle d'économie qui est moins basé sur un modèle capitaliste qui est pro-croissance tout le temps, et donc quelque chose qui est un autre modèle qu'on est en train d'apprendre? Voilà. Mais on parle de coopération et d'intégration de différentes couches de société. Puis c'est sûr que l'économie, c'est quelque chose d'interactif et qui relie tout, mais je pense que je soupçonne que le modèle est peut-être différent. D'accord. Moins de capitalisme. Bonjour, moi c'est Paul du Québec. En fait, je pense que j'ajouterais la notion de développement durable à l'idée d'économie sociale. Donc vraiment d'avoir une économie qui est centrée à la fois sur... des entreprises sont centrées à la fois sur le niveau économique, le niveau social et le niveau environnemental pour un développement à plus long terme et moins de conséquences dans l'avenir. Moins d'impact sur l'environnement, d'accord? Ouais. Ce serait une économie qui est centrée aussi, Lina du Brésil, qui est centrée sur l'amélioration de la qualité de vie de la communauté qui fait partie d'un projet de coopération ou de coopératives, n'importe, mais que ça va apporter une amélioration pour leur vie aussi. Parfait. Fait que peut-être une dernière, puis après, en arrière de la lumière. Bonjour, c'est UL d'Haïti. Pour moi, l'économie sociale, c'est l'économie qui priorise les valeurs d'une société en créant de la richesse de façon collective. Parfait. Donc, je pense que vous avez déjà une bonne réflexion, puis vous êtes pas mal sur le ton. Donc, on va voir vraiment jusqu'où ça peut aller, puis où sont les limites, puis un peu qu'est-ce qu'on peut faire, puis des exemples concrets de ça. Donc, je vous propose une petite animation qui s'appelle Est-ce que c'est déformé? Non, c'est bon. Qui s'appelle un Pecha-Kucha, en fait, qui est une technique de publicité japonaise qui a été faite pour faire des présentations rapides sur des trucs culturels, des principes, des concepts. Et ce sont seulement des images qui défilent. Et l'objectif, c'est de se faire une idée rapide sur un concept. On doit normalement faire un 30 secondes par image, mais ici, je vais tricher, peut-être prendre un petit peu plus de temps ou moins de temps pour vous expliquer les concepts.
Donc, l'économie sociale, elle fait partie de nos vies, souvent sans qu'on le sache. Il y a des entreprises d'économie sociale parfois qu'on fréquente ou qui sont près de chez nous et on ne sait pas ce qui se cache derrière la porte. Des fois, on peut penser qu'elles sont pareilles que les entreprises privées, mais si on creuse un peu plus, on voit qu'elles sont différentes et elles sont dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, on va voir qu'elles sont peut-être plus présentes dans notre quotidien qu'on le croit. Donc, on dit que au Québec, mais un peu partout aussi, on peut dire la même chose, nous avons une économie plurielle. Donc, ce qui veut dire qu'on a 3 types d'entreprises. Donc, on a les entreprises privées, donc on connaît bien, par exemple, Walmart, le garage au coin de la rue, BMW, Microsoft. On a les entreprises publiques, celles qui sont gérées par le gouvernement, comme la Société des alcools du Québec, Post Canada. Je suis certaine que vous en avez aussi dans vos pays respectifs. Et les entreprises collectives, les entreprises d'économie sociale. Donc, ce qui va faire la différence entre les 3, c'est qui possède l'entreprise et comment sont répartis les revenus. Donc, dans l'entreprise privée, l'objectif, c'est de faire de l'argent pour enrichir les propriétaires, soit les actionnaire, soit les propriétaires de l'entreprise. On exploite un besoin. Donc, on pense, entre autres, à Canadian Tire. Elles sont très présentes dans notre quotidien. C'est celles qu'on connaît le plus. Toutes les entreprises, ou presque, en font partie. Ensuite, on a les entreprises publiques. Donc, dans certains cas, l'État décide de prendre en charge un secteur d'activité pour s'occuper lui-même du secteur. Et si l'entreprise fait des surplus, cet argent-là va servir à payer des services pour la population. Donc, les ponts, les routes, les écoles, tous les services qui sont offerts par le gouvernement. Donc, ici, vous avez un exemple, une image qui nous rappelle Hydro-Québec. En fait, le gouvernement québécois a le contrôle sur l'hydroélectricité et de cette manière, il s'assure que tous les Québécois ont un même prix pour l'électricité qui est raisonnable et se sert des profits pour payer des services à la population. On pourrait penser aussi à Post Canada, Via Rail Canada. Et peut-être tout à l'heure, on pourra voir, je ne sais pas si vous avez des images ou des idées là, de quel secteur d'activité ou quelle entreprise pourrait être prise en charge par votre gouvernement respectif. Et ensuite, on a les entreprises d'économie sociale. Donc, le but des entreprises d'économie sociale, c'est soit de répondre à un besoin, de régler un problème ou d'aider les citoyens. Puis pour y arriver, l'entreprise doit être rentable. Donc, on pense, au Québec, je vous donne une certaine ordre de grandeur, mais ça représente 7000 entreprises. Et pour le Canada, pour aussi l'Europe, on pense à un 6-8 % du PIB. Donc, c'est quand même assez important comme secteur. Certains pourraient penser que c'est plutôt marginal, mais c'est quand même une économie qui génère beaucoup de revenus et beaucoup d'emplois. Donc, on pense, entre autres, je vous donne des exemples qui peuvent peut-être vous donner des lumières. Donc, beaucoup de coopératives de taxis. Souvent, on voit beaucoup d'organismes dans les loisirs, dans la culture, des théâtres, des salles de diffusion, des musées, des festivals, des centres de plein air. Au Québec, on a les garderies, les centres de la petite enfance. On a des ressourceries qui s'occupent de récupérer les matières résiduelles et de les revaloriser. Télécommunautaire, radio communautaire, beaucoup dans le milieu de l'habitation, couple d'habitation. Donc, quelques exemples, je pourrais vous en nommer tout au courant de la présentation pour vous imager un petit peu plus et concrétiser.
Donc, l'entreprise d'économie sociale répond à un besoin, règle un problème ou aide les gens. Par exemple, quand ma grand-mère doit déménager parce qu'elle ne peut plus s'occuper de sa maison toute seule, quand tout le monde met ses vieux pneus dans le ruisseau parce que la ville ne s'occupe pas de les récupérer, quand il n'y a plus de dépanneurs dans un petit village et que les gens s'en vont du village parce qu'il n'y a plus de service, quand mon oncle Marcel ne peut plus travailler pour son entreprise parce qu'il a dû se faire amputer d'un bras, quand on ne veut pas laisser la grande entreprise faire de l'argent avec nos proches qui sont décédés. Donc, comment l'entreprise d'économie sociale peut répondre à ces besoins-là? Donc, dans le cas où ma grand-mère ne peut plus rester chez elle pour s'occuper de sa maison toute seule, donc, il y a au Québec, il y a une centaine d'entreprises d'économie sociale qui œuvrent dans le maintien à domicile. Donc, ce sont des gens qui vont aider à faire des travaux de ménage légers ou un peu plus lourds, qui vont aussi faire des repas. Donc, les personnes peuvent rester à la maison plus longtemps et n'ont pas besoin d'aller dans des centres d'hébergement qui sont plus coûteux, moins agréables pour la personne et qui rendent la qualité de vie des gens moins agréable. Dans le cas où on n'a pas d'endroit pour disposer de nos pneus, on a des ressourceries qui s'occupent de récupérer toutes les matières qui ne sont pas, qu'on ne peut pas mettre dans la poubelle ou qu'on ne peut pas donner au bac bleu ou à la récupération de la ville. Donc, les ressourceries vont récupérer toutes ces matières-là et, quand c'est possible, vont les revaloriser, les revendre. Donc, dans les cas des pneus, on fait des tapis d'auto pour mettre dans votre voiture l'hiver et pour donner une deuxième vie à ces matières-là. Quand il n'y a plus d'épicerie ou de dépanneur dans un village, partout au Québec, il y a un mouvement qui se développe de gens qui se prennent en charge pour garder leurs habitants chez eux et ils sont devenus propriétaires de soit l'épicerie, le poste d'essence, le club vidéo et tous les services du village. Donc, les gens se prennent en charge et créent ces commerces de services-là. Quand mon oncle Marcel ne peut plus faire le même travail parce qu'il a été amputé d'un bras, donc au Québec aussi, on a 45 entreprises qu'on dit des entreprises adaptées. Donc, ce sont des entreprises qui emploient au moins 80% de gens avec des handicaps, soit physiques ou intellectuels. Donc, l'État paie un certain montant pour le salaire. Donc, les gens peuvent continuer à travailler, être valorisés et participer à l'économie du Québec, paient des impôts, tout ça. Donc, c'est des gens qui vont être en meilleure santé, une plus grande qualité de vie et qui va aussi être moins cher pour l'État puisqu'elles vont moins consommer d'aide sociale, de frais de santé et toutes sortes de services et vont avoir une meilleure qualité de vie. Quand les grandes entreprises des États-Unis achètent les salons funéraires ici parce que le marché funéraire est payant, donc il y a eu une vague dans les années, si je me souviens bien, il y a 30-40 ans. Donc, les entreprises de l'extérieur venaient acheter les salons funéraires du Québec parce qu'il y avait des sous à faire avec ça. Et dans le fond, les gens ils se sont dit, nous, on n'a pas envie qu'il y ait de l'argent sur le dos des gens qui sont en deuil. Donc, on va créer des coopératives puis, qui vont nous appartenir, puis on va décider ensemble de combien on va vendre ces services-là et comment on va gérer ces entreprises-là. Donc, souvent de garder un service chez nous et de le gérer nous-mêmes, c'est un exemple d'entreprise d'économie sociale. Donc, c'était le premier principe des entreprises d'économie sociale, répondre à un besoin. Il y en a 4 autres. On a le principe de l'autonomie. Donc, les entreprises doivent être autonomes. Ça veut dire qu'elles sont libres de prendre leurs propres décisions, même si elles reçoivent un soutien du gouvernement
du maire, du conseil municipal qui peuvent apporter leur aide. L'appui du gouvernement peut être sous diverses formes, par exemple de donner de l'argent, un terrain, de prêter des ressources humaines, des locaux, mais les entreprises vont quand même garder leur droit de décider qu'est-ce qu'elles veulent faire. Il y a également la prise en charge individuelle et collective. Donc ça veut dire que les entreprises d'économie sociale permettent aux citoyens d'avoir le pouvoir sur et le pouvoir de. Donc le pouvoir de passer à l'action, de mettre la main à la pâte, d'avoir leur mot à dire, de proposer des solutions, de se responsabiliser, d'agir concernant une situation qui leur tient à cœur, de décider, par exemple, de garder une station-service, de décider de changer les horaires du cinéma pour donner accès aux mères avec des enfants durant l'après-midi. Donc, un pouvoir, une prise en charge qu'on n'a pas nécessairement avec les autres types d'entreprises. La gestion démocratique. Donc, dans une entreprise d'économie sociale, c'est une personne, un vote. Donc, sans gestion démocratique, en fait, c'est plutôt une part ou une action égale un vote. Donc, ça veut dire que si, par exemple, Madame ici a acheté 80 des actions et moi, j'en ai 20, dans le cas d'une entreprise régulière, donc Madame aura 8 droits de vote et moi 2. Et dans le cas d'une entreprise d'économie sociale, même si elle a acheté 80 des actions, on va quand même avoir un droit de vote chacun. Et le dernier principe, c'est la primauté des personnes. Donc, vous l'avez dit en introduction, ça veut dire que on peut vouloir faire de l'argent dans une entreprise d'économie sociale, mais les surplus vont ils ne seront pas répartis de la même manière qu'une entreprise privée. Donc, ils vont être soit réinvestis dans l'entreprise pour la développer, pour les conditions de travail, dans la communauté, et les surplus ne seront pas nécessairement répartis pour les actionnaires ou en salaire pour le dirigeant. Et si jamais l'argent veut être réinvesti pour le salaire du coordonnateur ou du directeur, mais ce sera tout le monde qui sera d'accord pour faire ça. Donc, ce sera vraiment l'argent qui est au service de l'être humain plutôt que l'argent qui est là pour enrichir une personne ou ce sera plutôt pour enrichir un groupe de personnes ou une communauté. Donc, en résumé, les principes, la gestion démocratique, la réponse à un besoin, l'autonomie, la primauté des personnes et la prise en charge individuelle et collective. Ça, je pense que ça va. Donc, si je vous fais un petit résumé de c'est quoi une entreprise d'économie sociale. Donc, c'est une entreprise qui fait des ventes, qui a des emplois, mais qui appartient à ses membres ou à la communauté qui en sont propriétaires. Elle le gère sous la forme d'un conseil d'administration, une personne, un vote. Et l'argent va revenir à ses membres et à la communauté. Donc, c'est une première base de l'économie sociale. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une petite vidéo à vous présenter de 2 minutes. Fait que peut-être qu'on peut y aller avec des questions, puis après, on vous présentera la vidéo qui va vous montrer là, des exemples concrets des gens qui le vivent. Madame? Oui, donc je suis Sandy d'Haïti. Vous avez dit tantôt que les bénéfices, c'est ça, donc sont répartis entre les membres. Donc, pour autant que je sache, je savais que, et parlant d'économie sociale, ces entreprises-là, disons, ils n'ont pas une politique du partage du profit individuel. Donc, je veux avoir plus de précisions sur les bénéfices, quoi.
Vous voulez avoir des précisions sur les bénéfices? Voilà, je ne sais pas, c'est les ristournes, tout ça, donc le mot exact. Mais je crois savoir que le profit, donc on n'encourage pas le profit individuel pour ces genres d'entreprises. Oui, en fait, comment ça fonctionne si les entreprises ont un profit? Donc, le conseil d'administration se réunit et voit, bon, cette année, on a 10 000 30 000 de surplus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on augmente les salaires? Est-ce qu'on investit dans un nouveau volet pour créer les emplois? Est-ce qu'on fait un programme dans la communauté, tout dépendant de la mission de l'entreprise, bien évidemment, mais est-ce qu'on fait un programme dans la communauté? Est-ce qu'on s'implique dans tel projet? Donc, je ne sais pas si ça... Mais les entreprises, elles sont extrêmement différentes. Elles agissent dans tous les secteurs d'activité et donc des missions différentes. Donc, il n'y a pas une manière de fonctionner, mais le principe de base, c'est que l'argent va servir soit aux membres de l'entreprise, comme dans le cas d'une coopérative de travailleurs, ou à la communauté, comme dans le cas d'une autre forme, tout dépendant de la mission de l'entreprise. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, non, ça n'encourage pas le profit individuel, exactement, oui. Oui? Oui, bonjour, donc Virginie de la Martinique. Au niveau donc de la Martinique et de la Guadeloupe, nous avons donc la CRES, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, oui. Donc que je connais un peu, et qui encourage beaucoup plus donc les associations pour donc développer toutes les diverses actions que vous avez présentées précédemment. Donc lorsque vous parlez d'entreprise, pour moi ça ne me correspond pas. À votre vision de ce que vous aviez compris. Disons, par rapport à ce qu'on nous promotionne oui. Au sein de nos pays, donc Martinique et Guadeloupe, pour les entreprises, les actions menées par la CRES, les entreprises ne sont pas concernées. C'est vraiment des appels à projets qui sont envers les associations. Donc des fonds, des subventions bien spécifiquement attribués pour des projets d'aide à la personne, développement communautaire, mais sinon on ne parle pas d'aide pour les entreprises dans l'économie sociale. Tout simplement. Alors, est-ce que c'est spécifique au niveau du Canada, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une aide pour l'entreprise, ou est-ce qu'au niveau de la France hexagonale et les départements français d'Amérique, pourquoi eux, ils ne visent que les associations? C'est surtout ce que je voudrais vous demander. Pourquoi vous parlez d'entreprise ici, et au niveau de la France, ils parlent d'associations pour l'économie sociale? En fait, un fait peut-être important à dire, c'est que je pense qu'il y a une base un peu à travers le monde sur l'économie sociale et solidaire. Il y a plusieurs termes, des fois, qu'on s'y rattache. Entreprise sociale, développement économique communautaire, tiers secteur. Donc, elle prend diverses formes. Au Brésil, on parle plutôt d'économie solidaire. Donc, je pense qu'il y a un noyau mondialement sur ce que c'est l'économie sociale. Donc, les citoyens, l'argent au service de l'être humain. Après, selon différents pays, il y a des petites nuances. Pour ce qui est de la France, parce que si je ne me trompe pas, vous marchez sur le même système français, c'est que eux, dans leur définition de l'économie sociale, il y a les entreprises d'économie sociale dont je vous ai parlé aujourd'hui, et il y a aussi tout le secteur associatif, donc tous les organismes communautaires, donc tous les organismes qui ne font pas nécessairement d'argent, mais qui sont là pour offrir un service à la population, puis qui ne sont pas là dans un mode d'affaires. Donc, la France met ces deux concepts-là ensemble.
pourquoi elles offrent du soutien financier seulement aux associations? Là, je ne pourrais pas vous répondre. Je croyais qu'elles pouvaient en offrir aux deux. Est-ce que vous avez... peut-être que c'est un choix national qu'elles ont fait de plutôt offrir certains programmes de financement pour un secteur, mais la France considère que l'économie sociale, c'est les entreprises et l'associatif. Peut-être qu'il y a des programmes de financement qui s'appliquent seulement à ce secteur-là, mais... J'avais posé la question et ça s'applique que pour les associations. Donc, cette notion de vente, on pourrait la barrer complètement. Mais elle est bien dans la définition française. D'accord. Mais voilà. Après, il y a la définition et après, il y a les programmes où il y a... on peut être de l'économie sociale sans nécessairement avoir un soutien financier pour telle situation, mais je pense que vous pouvez, chez vous, faire valoir... vos idées et vos intérêts sur la chose. D'autres questions avant la petite vidéo? Oui? C'est comme les Olympiques. Daniel Roy de Winnipeg. Bonjour. Donc, est-ce qu'on peut associer le concept, sans tomber dans le marxisme, mais de mode de production au modèle d'économie sociale, voulant dire qu'une entreprise d'économie sociale peut quand même vendre un produit physique et ça n'a pas besoin nécessairement d'être un service, n'est-ce pas? Oui. Okay. Oui, il y a les biens et les services. Donc, certaines entreprises... Les deux peuvent tomber dans... Oui, tout à fait. Il y a des entreprises qui vont... il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont dans les services. Services à la personne, services aux entreprises. Bon, on peut penser... tantôt, on a parlé de maintien à domicile. On a parlé de garderie, de beaucoup de lutte à la pauvreté, alimentation, vêtements, toutes sortes de services. Mais il y a aussi beaucoup de biens. Donc, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont dans le secteur manufacturier. Mais c'est juste la manière dont elles vont créer le bien ou le produire qui va être différente. Puis c'est la manière dont l'entreprise va être gérée qui va être différente. Donc, il n'y a pas de secteur exclusif à l'économie sociale ou exclusif au privé. C'est juste une manière différente. Merci. Notre ami ici, avec le micro. Jusqu'au Mexique. Donc, bonjour, Cyprien Durand du Mexique. Est-ce que, bon, je simplifie peut-être un peu beaucoup, mais est-ce qu'on peut dire que l'économie sociale, les entreprises qui en font partie, c'est tout ce qui est non lucratif? Non? OK. Je donne un petit peu plus de détails, en fait. Des fois, on peut penser que les entreprises d'économie sociale, on associe facilement l'économie sociale à ce qui n'est pas lucratif. Donc, peut-être un peu, nous, ce qu'on appelle les organismes communautaires. Mais en fait, les entreprises d'économie sociale, elles font de l'argent. Elles doivent en faire. Mais c'est parce que si elles ne font pas d'argent, elles ne peuvent pas répondre aux besoins. Donc, c'est la différence avec l'entreprise privée, c'est que l'argent, elle va servir à autre chose. Elle va servir à répondre à un besoin. Mais quoi, je sais qu'en France, on catégorise à but non lucratif, c'est-à-dire c'est pas qu'on crée pas d'argent, mais c'est que ça va pas juste aux actionnaires ou c'est pas remis à une personne. C'est juste que c'est directement réinvesti. OK. Là, peut-être qu'on est dans une interprétation de termes, mais si on simplifie un peu, dans le fond, oui, elles font de l'argent, mais ça ne sert pas à la même chose. Donc, si tu veux dire qu'à but non lucratif, c'est que pour toi, ça veut dire que ça n'enrichit pas le propriétaire, alors oui, elles sont à but non lucratif. Mais après, c'est des termes dans chacun de nos pays. Hier, on avait une discussion avec Héloïse de Hondurans. Elle disait, nous, la communauté, c'est péjoratif comme terme. Bien, en France, pardon. Mais communauté au Québec, c'est plus comme un groupe d'appartenance ou un groupe de... Donc après, c'est des termes. Il faut essayer de voir un peu le concept en dessous. Donc, je vous fais voir la vidéo, puis après, on poursuit.
Économie. Activité humaine de production et de consommation de biens et services. Social. Implique des individus qui se regroupent avec l'objectif d'améliorer la qualité de vie d'un milieu. Pour une entreprise d'économie sociale, le principe d'ancrage dans le milieu, c'est un lien entre l'entreprise, son milieu et son territoire, ainsi que la qualité de ses appuis moraux et financiers. Alors, Défi Autonomie, c'est une entreprise d'économie sociale qui existe depuis une douzaine d'années et qui offre des services à domicile à des personnes à perte d'autonomie. TVC7, on est situé à Amos. On couvre la MRC d'Abitibi, plus la ville de Sainte-Terre. Et la problématique qu'il y avait, c'est que Amos et la MRC d'Abitibi étaient peut-être moins couvertes par les grands réseaux. Donc, il manquait une tribune aux gens et puis aux organismes. En fait, Communication Témiscamingue est un organisme à but non lucratif. En 2009, s'est développé le projet Internet haute vitesse dans les zones vraiment plus rurales. C'était vraiment comme objectif d'offrir un service que les gens demandaient, étant donné que les grands telcos venaient pas parce que pour eux, c'est pas payant. On profite d'appuis financiers, que ce soit avec la MRC, la commission scolaire. On a des représentants de chacun des organismes qui sont avec nous à chaque semaine aux rencontres pour suivre vraiment l'évolution du projet puis nous donner, dans le fond, leur avis sur certains points. On rentre dans l'intimité des gens, on va chez eux. Donc, ça crée une relation assez particulière avec la clientèle. Et ça contribue donc à maintenir les gens chez eux, avoir une qualité de vie qui est acceptable, soit dans leur loyer, soit dans leur maison. Je crois qu'avec les années, les gens sont habitués à la présence de TVC7 et l'utilisent. Ce qui fait qu'on est solidement ancré dans le milieu. L'entreprise d'économie sociale, un modèle entrepreneurial vivant et démocratique qui répond collectivement aux besoins de la communauté. Donc, c'est une région du Québec qui avait fait une petite vidéo pour faire la promotion là, des entreprises chez elles. Donc, ça vous donne une idée un peu de différents modèles. Donc, un petit peu plus d'exemples à travers le monde maintenant. Donc, c'est une réalité qui est en période de renouveau ou d'émergence un peu sur tous les continents. Je pense que le modèle capitaliste a un certain essoufflement. On nous disait que le capitalisme, là, d'enrichir plusieurs personnes, il y aurait un effet, là, ils appelaient ça le trickle-down effect, qui aurait comme un ruissellement des sous qui iraient vers les gens plus pauvres, plus marginalisés, mais on voit que c'est pas ce qui se passe. Donc, l'économie sociale est un concept qui vient un peu changer de modèle, changer de paradigme. Donc, c'est une terminologie qui décrit un ensemble d'initiatives citoyennes au cœur de l'économie. Donc, on pense entre autres coopératives, les associations, les mutuelles, l'entreprise sociale, développement économique communautaire, donc finances solidaires. Ça prend diverses formes selon les différents pays, les différents continents. Donc, j'ai essayé de trouver un peu un portrait de différents pays, différents continents pour vous élargir un petit peu les horizons. Malheureusement, je ne connais pas là, la réalité de chacun de vos pays, mais je vais essayer là, de vous donner quelques grandes lignes. Donc, en Europe, on parle de plus de 11 millions de travailleurs qui sont payés dans l'économie sociale, donc un 6 de travailleurs, c'est quand même important. Plusieurs pays en Europe, dont l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Italie, la Pologne, beaucoup de pays du Nord et de l'Est de l'Europe ont des mouvements actifs d'économie sociale et des politiques publiques qui évoluent très bien dans ce sens-là. Au niveau des États-Unis, il y a une longue histoire de développement économique communautaire qu'on entend un petit peu plus, beaucoup au niveau de la finance communautaire, les coopératives de travailleurs,
l'implication des OBNL dans la revitalisation des communautés, les entreprises sociales. Une longue histoire aussi de politique publique pour utiliser l'investissement privé pour des objectifs sociaux. Peut-être un exemple qui est plutôt intéressant et qui peut vous montrer l'ampleur de l'économie sociale. Les États-Unis ont un modèle de fiducie foncière communautaire. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est exactement. En fait, elles ont été créées en 1970 environ par des gens qui voulaient favoriser l'accès à la terre aux fermiers noirs dans le sud des États-Unis. Donc, l'objectif, c'était de donner accès à la propriété, à une maison, à un terrain aux gens les plus pauvres. Donc, le terrain appartient à la fiducie foncière, donc l'organisme, et les gens payent un bail à long terme pour la maison. Et les gens, donc, n'ont pas besoin de payer pour le terrain, mais seulement pour la maison. Puis quand les gens veulent revendre leur maison, elles le revendent à la fiducie et elles peuvent retirer, en fait, le montant qu'elles ont mis dans le bail. Donc, ça permet aux gens qui sont peu en moyen d'avoir accès à la propriété à moindre coût. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a eu un taux de saisie de maison extrêmement bas dans ce modèle-là. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup là, de gens qui ont perdu leur maison à cause de la situation économique. Bon, mais dans le cas des fiducies foncières, c'était les gens les plus pauvres et il y a eu très peu là, de reprises. Donc, c'est un modèle qui fait partie aussi de l'économie sociale et qui est très inspirant aux États-Unis. Le Brésil est très actif aussi en économie sociale. Le Québec a de bons liens avec eux. Il y a beaucoup de différents mouvements sociaux qui émergent, donc la réforme au niveau de l'agriculture, des prises de contrôle d'usines, une théologie de la libération, le mouvement ouvrier. Donc, il y a 22 000 entreprises d'économie solidaire qu'on appelle au Brésil. Donc, c'est 30 % dans l'économie informelle. Il y a un organisme très structuré qui s'appelle le Forum brésilien de l'économie sociale, qui est structuré au niveau local, régional et national. Et un réseau fort de la société civile, beaucoup de politiques régionales, municipales. Et il y a également des initiatives au niveau national, donc des ententes qui sont passées, des politiques au niveau de l'achat public. Donc, par exemple, ça pourrait être une loi ou une politique qui est passée pour que toutes les entreprises publiques, par exemple les écoles ou les hôpitaux, achètent un certain montant d'argent dans les entreprises d'économie sociale ou emploient lorsqu'ils font des contrats avec les entreprises, elles sont obligées d'avoir un tant de pourcentage de gens qui sont éloignés du marché du travail. Donc, toutes sortes d'initiatives comme ça. Le Brésil est bien avancé là-dedans. Au niveau de l'Amérique latine, donc Bolivie, Venezuela, il y a des réseaux de sociétés civiles émergents, aussi beaucoup de politiques publiques majeures. Au niveau de l'Argentine, un mouvement d'entreprises qui sont la propriété des travailleurs, donc post-crise, des initiatives politiques, beaucoup de réseaux qui émergent. Au niveau du Mexique, il y a une loi cadre, donc une loi qui traverse un peu là, toutes les politiques et tous les secteurs du ministère pour la reconnaissance de l'économie sociale et des lois aussi, des initiatives législatives importantes en 2007. Au niveau de l'Équateur, on a une nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum en 2008 qui dit que le modèle de développement social et solidaire est reconnu et qui reconnaît aussi là, l'économie plurielle dont je vous parlais. Donc, bref, c'est un peu pour vous dire qu'un peu partout à travers le monde, il y a beaucoup de reconnaissance gouvernementale, de petites lois, de plus grandes lois, de mouvements citoyens, de réseaux qui se développent
Donc, il y a une espèce de prise de conscience collective sur l'intérêt, en fait, de revoir peut-être un peu notre modèle économique ou de prendre en charge certains services, certains besoins et de mettre la main à la pâte puis que ces entreprises-là appartiennent à la population et qu'elles aient le droit de parole et de décision et d'action. J'ai 2-3 exemples plus concrets qui sont des exemples forts. On parle beaucoup en économie sociale de l'exemple de Mondragon, qui est né en 1956 quand même, qui est assez vieux, en Espagne. Et en fait, c'est une usine industrielle qui est sur la formule coopérative et qui regroupe en fait 116 coopératives, dont 256 entreprises, mais un fort pourcentage de coopératives. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que cette entreprise-là est dans des secteurs d'activité vraiment industriels, donc moins classiques. Donc, la sous-traitance automobile, électroménager, fabricants d'ascenseurs, agroalimentaire, le bois et tout ça. Et en fait, c'est une coopérative de travailleurs dont 80% des employés, 85, vous voyez, sont des coopérateurs. Et en fait, c'est la plus grande entreprise des Pays basques et la 7e en Espagne. Et juste cette entreprise-là, elle représente un 8% de PIB là, à elle seule pour les Pays basques. Donc, c'est une très, très, très grande entreprise, vraiment sous la formule dans le secteur manufacturier. Donc, ce sont comme un regroupement de coopératives, en fait, qui travaillent ensemble. Et tantôt, on parlait un peu là, de décision, de comment, avec la gestion démocratique, de comment les gens peuvent être impliqués dans l'entreprise. C'est sûr que là, c'est une immense coopérative. Donc, comment elle gère ça? Il y a des groupes de secteurs d'activité, par exemple, des conseils d'administration. Mais une chose intéressante que les gens ont décidé dans cette entreprise-là, c'est que le dirigeant, les plus hauts salariés de l'entreprise ne seraient jamais payés 6,5 fois plus cher que les moins salariés. Donc, elles ont décidé de se mettre un barème. Donc, il ne peut pas y avoir un écart immense entre les dirigeants et les travailleurs. Donc, c'est un exemple de décision qui est possible de prendre quand tout le monde est d'accord dans ce... Puis, suite à la crise financière aussi qu'a vécue l'Espagne, il y a eu des pertes d'emplois, bien évidemment, mais beaucoup moins que d'autres entreprises. Et comme l'entreprise a plusieurs petites entreprises à l'intérieur, ça a été possible de transférer des gens à l'intérieur de l'entreprise. Et les entreprises plus lucratives ont fait vivre les coopératives moins lucratives. Donc, il y a eu vraiment une survie un peu plus importante dans cette entreprise-là. Un autre exemple intéressant au niveau de la forêt et un au niveau là, de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les entreprises d'économie sociale au niveau de la gestion des ressources naturelles? Donc, le Népal a un exemple vraiment intéressant, comment ils maximisent les retombées locales de leurs ressources naturelles tout en respectant l'environnement. Donc, dans les années 90, le gouvernement a mis une politique vraiment innovante pour que les collectivités, les gens les plus pauvres, en fait, dans les milieux ruraux, gèrent la forêt. Donc, il y a 22 % de la forêt qui est gérée par les communautés locales. Et en fait, c'est les entreprises d'économie sociale qui ont été créées par les gens des communautés rurales et gèrent la forêt, toutes les activités et tous les revenus qui sont générés de la forêt. Donc, ça s'appelle le groupe d'utilisateurs de la forêt et qui sont, en fait, c'est ça,
Il y a 13 500 groupes d'usagers, donc 5 millions de membres, donc c'est énorme. Et en fait, c'est 40 de la population rurale du pays la plus pauvre qui gère, puis ça représente un 25 quand même de l'activité économique des zones rurales. Donc, c'est possible de gérer les ressources naturelles par la communauté et de le faire dans le respect de l'environnement et le respect des générations futures et des besoins de tous. Un autre exemple au niveau de l'énergie, ce sont les coopératives citoyennes belges de production d'énergie renouvelable. En fait, ce sont des coopératives qui, les gens investissent un montant d'argent et en échange, elles reçoivent de l'énergie. Donc, sont alimentés en énergie pour leur maison, pour leur propre consommation. Et donc, il y a 50 000 membres dans cette entreprise-là. Et il y a toutes sortes d'énergies différentes qui sont renouvelables au niveau éolien, des déchets à partir des gaz à partir de déchets agricoles, hydrauliques, photovoltaïques, solaires. Donc, les entreprises appartiennent aux membres utilisateurs et pour un faible montant d'argent peuvent recevoir l'énergie. C'est eux qui gèrent tout ça. Bon. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu des exemples que j'avais préparés. Peut-être qu'on pourrait voir si vous avez des questions, si ça a avancé un petit peu votre réflexion. Et si vous avez envie de nous partager des exemples aussi de chez vous, si vous avez envie de vérifier ça, est-ce que ça en est, est-ce que ça en est pas, est-ce que ça peut ressembler, on peut essayer de voir ensemble. Et c'est ça que je voulais dire, ouais, des exemples. Voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Aurélie, je suis professeure à l'Université de Saint-Boniface et je suis actuellement ici avec quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'économie, qui est un apprenant de français, juste à côté de moi. Et nous sommes ici non seulement parce qu'on s'intéresse à l'économie, mais aussi parce qu'on veut être exposé à beaucoup de variétés de français. J'ai deux questions qui peuvent être banales ou je suis complètement nulle en économie. Alors, ma première question est la suivante. À la suite de la première vidéo, je me suis demandé si on devait opposer entreprise privée à entreprise d'économie sociale. Si c'est oui, alors comment est-ce qu'on pourrait interpréter les donations des entreprises privées aux entreprises d'économie sociale? C'est ma première question. C'est bon? Mais j'essaie d'y répondre, mais je pense que je ne comprends pas tout à fait. En fait, juste dire que le discours qu'on porte, c'est pas l'entreprise privée, c'est mal. Mais je pense que c'est un petit peu plus d'économie sociale, c'est bien. Puis, je pense qu'il y a certains secteurs que ça peut être intéressant. Donc, le discours, c'est vraiment pas on n'en veut plus d'entreprise privée. C'est pas du tout mais c'est un modèle différent. Puis, on en a besoin aussi des entreprises privées. Donc, OK. Alors, c'est deux modèles complémentaires, on pourrait dire. C'est deux modèles complémentaires. Deux modèles différents. Différents et complémentaires. Si on a besoin des deux, alors ils sont complémentaires, non? Oui, on pourrait dire ça. Enfin, bon. Ma deuxième question, c'était de savoir si dans les entreprises d'économie sociale, on a des syndicats d'employés. Est-ce qu'il y a des syndicats d'employés dans des entreprises d'économie sociale? Quand on a fait le portrait de la région pour laquelle je travaille, il y avait un faible taux d'employés qui étaient syndiqués. Je connais pas nécessairement les raisons. Je suis pas très ferrée en syndicat, mais il y a peut-être une raison aussi, c'est que les entreprises sont très éparpillées, donc toutes sortes de secteurs d'activité. Et pour la région pour laquelle j'ai fait le portrait, la moyenne d'employés était de 20 par entreprise. Donc, tu sais, certaines entreprises 2, 3, d'autres une centaine, mais il y a peu d'entreprises avec 500 employés, par exemple. Donc, c'est peut-être une explication. Oui? Bonjour, Sophie. Claude Poudrier du Québec. J'ai deux questions. Tout à l'heure, Mondragon
tu as dit que c'est présent dans 16 pays, ou 19 pays. Est-ce qu'ils sont tous en Europe, ces pays? Ou... J'ai-tu dit ça? Oui, 19 pays, oui. Ah, je pense qu'ils font des... Oui. Ils font des... Faudrait que je relise mes notes, mais si je ne me trompe pas, ils font affaire avec 19 pays. Ah, ils font affaire. Mais oui. Est-ce que c'est comme des Mondragon dans les 19 pays? Est-ce que c'est comme des concessions, des... Mais je vais bien relire là, tout le texte sur Mondragon pour être sûr, mais si je ne me trompe pas, c'est que Mondragon, c'est un regroupement de coopératives dans le secteur manufacturier. Donc... 116 coopératives, j'ai pris 100 notes. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils font affaire avec 19 pays ou ils ont des coopératives dans 19 pays? OK. Il faudrait que je vois pour être sûr Et mon autre question, c'est un organisme à but non lucratif, un OBNL. Est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale? Ça dépend. C'est ça ce qui est la beauté de l'économie sociale, du concept, c'est que dès qu'on travaille avec l'humain, ben il n'y a pas de ligne. T'sais, ça commence pas à un endroit et ça s'arrête pas à un endroit. Donc, en général, les coopératives, pour la majorité, font partie de l'économie sociale. Pour ce qui est des organismes à but non lucratif, elles le sont. Pour le cas du Québec, là, on a vu qu'en France, c'est une définition différente. Elles en font partie si elles vendent un produit ou un service dans une optique d'affaires. Donc, on exclurait, par exemple, les comptoirs de soupe populaire qui vont vendre un repas, par exemple, à 50 sous ou à 1 $. Donc, elles le font plus pour offrir un service à la population que pour rentabiliser un peu la chose. Oui. Oui. Bonjour, Santiago de l'Argentine. Je voudrais partager un peu l'expérience dans mon pays. Certainement. Parce qu'on a un système, on l'appelle les ateliers protégés, où les handicapés produisent des éléments de nettoyage sous la forme d'une coopérative et ils reçoivent après leur salaire. Oh, génial. Donc c'est un système qui est très entendu dans tout le pays, à Rosario, dans mon village, à Buenos Aires. Dans chaque petit village, il y a un atelier protégé. Parce que c'est une manière aussi de former aux handicapés et d'obtenir un salaire pour eux. Exactement. Puis, elles produisent des produits nettoyants, vous avez dit? Oui, des produits de nettoyage. OK. Ah, génial. Fait que c'est un exemple, tantôt quand je parlais des entreprises adaptées, je pense que c'est un bel exemple aussi chez vous de faire travailler les gens selon leur capacité. Et il y a aussi une manière de travailler pour les ateliers protégés ou dans les écoles pour les handicapés. On a des éléments pour les renseigner à produire des éléments de nettoyage parce qu'après, ils peuvent y aller et produire aux ateliers. Donc, il y a un travail entre les écoles et les ateliers pour former des ressources humaines. OK. Donc, pour moi, c'est très intéressant. Et les coopératives que vous avez mentionnées, c'est vrai, il y en a beaucoup de coopératives parce qu'on avait la crise de 2001 et oui. Ça a été une solution qu'on a trouvée. Dans ma ville, il y a une coopérative pour la production du lait et de produits laitiers. Il s'appelle La Cabaña. C'est très important et on offre des produits très bon marché parce qu'il y a un but de partager avec la communauté et d'offrir des produits pas chers. Très intéressant. Merci. De rien. Hélène Aymon, Québec. Moi, j'ai une question. Dans le domaine de l'autonomie économique des gens, oui. Alors, il y a un large spectre. J'ai vu en Afrique des tontines où des femmes mettaient chacun l'équivalent de 10 $ pour permettre à une autre d'acheter 10 chèvres et de gagner un peu de sous et après de rembourser avec très, très peu d'intérêt, puis le fonds passait à quelqu'un d'autre. C'est exactement le même principe
que le mouvement Desjardins au Québec. Alors, selon toi, le mouvement Desjardins au Québec, est-ce une entreprise d'économie sociale? Donc, la question chaude de l'heure, pour ceux qui... en fait, je pense qu'à la base, le mouvement Desjardins a été créé, entre autres, pour donner accès au capital. Donc, ce sont c'est une caisse, pour ceux qui ne la connaissent pas, une banque. C'était dans les années 1900 où les gens qui n'avaient pas beaucoup de sous ne pouvaient pas avoir accès à des prêts, donc ne pouvaient pas se développer l'entreprise. Et, entre autres, tous les agriculteurs, tout ça, n'avaient pas accès. Donc, Alphonse Desjardins et Dorimène, sa femme, ont créé beaucoup de caisses Desjardins. Et maintenant, il y en a un peu partout dans le monde et aux États-Unis aussi. Donc, à la base, elles étaient formées dans une optique très sociale, avec une mission intéressante. Ce qui s'est passé avec le temps et ce qui est aussi, on ne se le cachera pas, le défi des grandes coopératives, c'est le défi de croissance et de collectif. Parfois, c'est difficile à gérer. Donc, sur les conseils d'administration, ce sont les gens qui y sont, qui décident des orientations. Et avec le temps, les gens qui sont sur le conseil d'administration de Desjardins sont des gens qu'on pourrait penser plutôt banquiers. Donc, on voit un peu on pense que ça se dilue un peu le social ou l'économie sociale un peu dans Desjardins. Je pense que c'est un modèle qui est intéressant, puis qui a encore des choses positives, mais qui perd un petit peu de sa valeur. Mais il reste que... comme n'importe quelle entreprise d'économie sociale, Desjardins ne pourra jamais être vendu. Donc, par exemple, il ne pourrait pas avoir de gens d'autres pays qui achètent pour faire des sous avec. Ça appartiendra toujours aux gens dans les communautés. Et les caisses ne peuvent pas être délocalisées non plus. Comme n'importe quelle entreprise d'économie sociale, elles ne peuvent pas partir, par exemple, fermer et aller dans un endroit où la main-d'œuvre est moins chère. Donc, il y a toujours ça. Et c'est sûr que les caisses Desjardins ferment beaucoup de caisses dans les petits milieux. Il y a beaucoup encore de fermetures parce que c'est moins rentable, parce que ça coûte plus cher les bâtisses, tout ça. Mais c'est encore eux qui sont dans les petits milieux. Puis c'est encore eux qui ont beaucoup de projets et qui financent beaucoup de projets dans les communautés. Donc, voilà. Bonjour, Justin Johnson du Manitoba. J'aimerais tout simplement partager une réflexion peut-être philosophique. J'ai étudié en philosophie à l'Université de Winnipeg et j'étudie spécifiquement le paradigme autochtone ou bien les philosophies autochtones. Et j'ose dire que l'économie sociale ou solidaire me fait penser beaucoup du paradigme autochtone en général. Je crois que c'est beaucoup inspiré par cela. Question de trouver une harmonie, un accord avec la nature, trouver un ballon, un équilibre entre les aspects de nos vies. C'est certain qu'un aspect de notre vie, c'est l'économie. D'autres aspects, c'est spirituel, santé, physique, émotionnel. Donc, je voudrais juste faire le commentaire. Je ne sais pas si vous avez étudié des philosophies autochtones ou si vous voyez qu'il y a un lien entre les deux. Oui, tout à fait. Puis ça me faisait penser, en fait, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Ceux qui ont vu le film hier, Québécoisie, tu sais, quand les trois sœurs parlent, il y en a une qui dit, tu sais, nous, les Autochtones, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, on est toujours en cercle, on est très égales, on travaille plus en communauté, mais on se rend compte, en fait, il y a on a des liens de plus en plus avec les Autochtones, puis on a l'organisme pour lequel je travaille, là, le pôle d'économie sociale, il y a des pôles autochtones qui se créent, et ils se rendent compte qu'ils travaillent naturellement de cette manière-là et que ça répond tout à fait à leur vision qui est plus collective, plus en respect de l'environnement, puis plus globale un peu. Donc, oui, tout à fait, très beau lien. Je pense qu'il y avait une... oui. Peut-être pendant que le micro se rend, je voudrais juste ajouter un petit point sur madame dont j'oublie le nom.
Paul nous disait en début, dans les interventions, là, vous me disiez qu'est-ce que c'est selon vous l'économie sociale. Vous étiez tous très dans le ton. Peut-être juste une petite spécificité sur le développement durable. Donc, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont dans le développement durable, mais elles ne le sont pas toutes. Donc, les entreprises d'économie sociale ne sont pas nécessairement travaillent pas nécessairement dans le respect de l'environnement. On peut penser que ça fait partie de leurs valeurs, mais on ne pourrait pas les inscrire là-dedans. Oui, donc j'ai bien aimé l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, la liste des pays. OK, donc j'aime bien les illustrations. Donc je voudrais avoir une plus grande idée de comment c'est l'ampleur de l'économie sociale, l'ampleur qu'a atteint l'économie sociale durant ces dernières années. Est-ce qu'on peut parler d'expansion? Et si oui, si on parle d'expansion, et qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui motive cette expansion-là dans ces pays? Et est-ce que, par hasard, l'ECOSOC, le Conseil économique et social de l'ONU, ne joue pas un rôle par hasard dans cette expansion-là? J'ai pas compris la dernière phrase. Est-ce que le Conseil économique et social de l'ONU, est-ce que par hasard, est-ce qu'il ne joue pas un rôle dans cette expansion-là, si on parle bien d'expansion? OK. Je ne sais pas s'il y a un Conseil économique social à l'ONU. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que vous êtes au courant? On parle de l'ECOSOC. Je sais pas de quoi vous... Mais bref, oui, il y a une expansion mondialement de l'économie sociale. Puis, je pense... j'ai pas un regard... très spécifique sur l'international, mais je pense que il y a une émergence de ce modèle-là parce que, justement, il y a une fatigue du milieu, du modèle traditionnel qu'on a, le capitalisme, où partout, selon différents cycles, croissance, capitalisme, enrichissement, puis après, vous le savez, l'écart se creuse entre les riches et les pauvres, puis l'argent ne redescend pas. Et puis, c'est toujours en période de crise où on se dit, OK, ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme quand monsieur disait, suite à la crise en Argentine, il y a beaucoup de coopératives qui se sont développées. C'est la même chose un peu partout, en fait. C'est dans les mouvements, dans les moments difficiles où on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se prendre en charge? Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Est-ce qu'on doit toujours attendre après l'État pour prendre en charge certains secteurs? Donc, comme quand Mme Hélène nous disait tout à l'heure que les femmes en Afrique, pour avoir accès à l'achat de chèvres, se prêtent de l'argent entre elles. Donc, c'est toutes des initiatives comme ça qui, je pense, dans l'épuisement ou dans la difficulté, se développe. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question, mais... OK. Bonjour, je suis UL, je viens d'Haïti et je suis très intéressé à l'économie sociale et solidaire et je veux surtout profiter de cette occasion pour congratuler et remercier les membres du Centre de la francophonie des Amériques qui ont fait une mission en Haïti sur l'économie sociale et solidaire et qui ont véritablement subventionné une caravane nationale de mon organisation sur l'économie sociale et solidaire où on a voulu véritablement définir l'économie sociale et solidaire à l'haïtienne. Donc c'est justement pour montrer que j'ai de très grands intérêts dans cette conférence aujourd'hui. Si j'essaie de partager une toute petite expérience avec vous, lorsqu'on essaie de définir l'économie sociale et solidaire en Haïti, il y a des mots qui reviennent. Par exemple, la solidarité, l'entraide, la création de richesses de façon collective. Mais c'est surtout le combitisme. Le combitisme qui est une forme d'entraide, de solidarité qu'on a en Haïti, où il y a vraiment, où on peut le traduire comme cette phrase, l'union fait la force. Donc, on fait justement des ententes pour créer de la richesse ensemble. En ce sens, dans le cadre de cette conférence aujourd'hui, ma préoccupation est de savoir comment l'économie sociale et solidaire pourrait contribuer à l'évolution de la francophonie des Amériques.
Alors, la grande question philosophique est lancée. Je pense en fait que c'est la même chose pour n'importe quelle communauté ou n'importe quel regroupement. C'est la même chose pour la francophonie. Je pense qu'on parle beaucoup d'autonomie financière, de prise en charge collective, de propriété. Donc, c'est un espace à occuper, c'est des secteurs à développer et c'est parce que comme dans, si on prend l'exemple de la coopérative de services qui se développe dans une petite municipalité de 500 habitants, le fait que les gens prennent en charge ces services-là, elles occupent un secteur, elles prennent une place, elles créent des emplois, elles offrent des services. Donc, c'est la même chose pour la francophonie. Je pense que c'est une manière de se développer, de créer des impacts positifs, de mettre en valeur l'humain et toutes les valeurs sociales, culturelles. Et peut-être juste un petit point. Les missions sociales des entreprises d'économie sociale sont très diversifiées. Peut-être vous en énumérez quelques-unes. Donc, bien entendu, elles peuvent lutter contre la pauvreté, mais elles peuvent aussi, là, juste pour vous montrer l'ampleur, et ça m'a fait voir un peu le lien là, sur valoriser la culture locale. Donc, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont dans le secteur culturel, troupes de théâtre, entre autres, aussi, ou tous les lieux Donc, ça peut être des entreprises d'économie sociale qui vont valoriser la francophonie. Elles ont aussi des missions de, parfois, créer des emplois. Ça peut être aussi de rendre un produit, un service accessible à une plus grande population, revitaliser une communauté, un quartier, par exemple, contrer l'exode en créant des emplois vers les milieux urbains. Protéger l'environnement, ça peut être ça aussi. S'assurer que les activités lucratives aient des retombées plus positives. Et ça pourrait être aussi permettre l'expression citoyenne. Donc, ça peut être aussi par la francophonie. On pense entre autres aux radios, télé, journaux, qui vont être moins des journaux de masse. Il a changé de place. Fait que... Voilà, Cyprien du Mexique. Donc, pour poser ma question, on discutait avec Maury, donc on vient tous les deux du Mexique. Au Mexique, il y a des sortes de coopératives d'autochtones, d'Indiens, qui se rassemblent et qui vendent des produits faits maison, si je peux dire comme ça. Donc c'est des produits typiques, etc. Et ils se rassemblent pour en faire le commerce, parce que depuis l'ouverture avec les États-Unis et l'ALENA, ça a un peu bouleversé l'économie. Mm-hmm. Est-ce que les coopératives comme ça, où ils s'allient entre eux, mais ça peut être considéré comme une économie sociale? Il faut voir après un peu plus en détail, mais à première vue, oui, c'est tout à fait dans l'esprit, dans l'idée, en fait, de les gens qui vont faire cette création d'objets, artisanat, et qui vont le vendre eux-mêmes, puis pour essayer que le plus de profit possible leur revienne à eux. Okay. Oui, c'est tout à fait dans l'esprit. Est-ce que d'autres personnes pensent à des exemples qu'il pourrait y avoir dans leur pays ou se questionnent un peu, auraient envie de faire un partage sur ce qui se passe dans leur pays? Oui? Moi, c'est Bassirou Kaba, l'Africano-New-Yorkais. Comme elle a dit, en Afrique, il y a beaucoup d'exemples comme ça, comme il y a des tontines que les femmes font. Maintenant, il y a un nouveau système qu'ils ont créé, on appelle ça la COPEC. C'est du genre, c'est comme une petite banque d'épargne qu'ils ont créée, qui donne des fonds à certains Africains pour créer leur business et demande en retour un peu d'argent pour essayer d'aider d'autres qui vont venir les aider.
demander de l'aide, je veux dire. Donc, c'est un truc comme ça. Ils ont aidé beaucoup de gens et maintenant, cette épargne-là a aidé des gens de mon quartier à quitter dans la misère et maintenant, ils sont mieux qu'avant, quoi. Donc, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui œuvrent dans l'économie sociale est présente, en fait, dans la finance solidaire. Donc, tantôt, on parlait de l'exemple des États-Unis. Je pense que c'est l'exemple des femmes aussi africaines qui se prêtent de l'argent entre elles est un exemple. Donc, pour l'accès au capital financier pour se développer. Donc, ça, c'est un créneau vraiment intéressant. Oui? Bonjour, Géna de Martinique. En Martinique, on a des épiceries solidaires. Elles vendent des produits à une certaine population, soit des familles qui ont des difficultés à des moments précis de leur vie ou à des personnes qui n'ont pas les revenus nécessaires. Et ils vendent des produits parfois jusqu'à moins 90%. Et ça aide les familles, en fait. Oui, bel exemple de distribution, d'accès à certains produits, services à moindre coût, oui. Dans le même domaine, mais avec une structure différente. Moi, je travaille pour le marché de solidarité régionale de l'Outaouais, donc un marché. Puis, dans le fond, c'est une coopérative de producteurs de la région qui, dans le fond, vont mettre leurs produits, offrir leurs produits sur un site Internet. Et ensuite, les gens vont commander, si les membres consommateurs vont commander en ligne pendant la fin de semaine et viennent récupérer leur épicerie complète plus tard dans la semaine. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est que les gens n'aient pas besoin de se déplacer partout dans la région pour avoir des produits locaux. Donc, ils peuvent avoir autant du pain, des légumes, de la viande locale à cet endroit-là. Puis, c'est certain qu'il y a certains produits utilisés dans le pain qui ne sont pas locaux, mais si c'est disponible dans la région, c'est obligé d'être le produit local. Ouais. Donc, intéressant aussi pour... on pense avec la mondialisation, des fois, on oublie que quand on achète chez nous, parce que, en fait, si je récapitule, il y a plusieurs manières de faire la promotion de l'économie sociale. Ça peut être pour travailler dans des entreprises d'économie sociale, donc avoir des emplois où l'humain est un peu plus présent. Vous pouvez démarrer une entreprise d'économie sociale. Vous pouvez vous impliquer sur une entreprise d'économie sociale, sur un conseil d'administration comme bénévole. Mais vous pouvez aussi acheter dans des entreprises d'économie sociale. Donc, c'est tout dans la veine de l'achat local, de la consommation responsable. Donc, si on achète des produits locaux, bien, on fait vivre nos entreprises de chez nous, on crée des emplois, on fait vivre notre économie et on permet aussi d'avoir des produits de qualité chez nous. On diminue le transport, c'est bon pour l'environnement. Donc, l'économie sociale est dans cette veine-là également. Oui. Je voulais rajouter quelque chose, Géna de Martinique. Au début, quand les épiceries sociales ont été créées, c'était pour une portion de la population qui n'avait pas les revenus nécessaires pour accéder aux biens de tous les jours dans les entreprises normales. Et maintenant, on voit que la population est en train de changer, que ça s'adresse même aux gens qui ont un emploi. Et c'est un problème parce qu'il n'y a pas tout, enfin, il n'y a pas beaucoup de produits dans ces épiceries-là. Donc, oui, à l'avant. Ce que j'aime bien dans l'économie sociale, à la base, on n'arrive pas là comme des consommateurs. Tu donnes. Avant de recevoir, tu donnes. Si moi, je veux me faire enterrer par une coopérative funéraire, ben, ils vont pas juste payer les services, mes enfants. Ils vont donner une somme pour devenir membre. Alors moi, je suis toujours un peu gênée quand je vois des organismes qui prêtent de l'argent sans exiger que les bénéficiaires s'impliquent à faire quelque chose ou à redonner. Et pour moi, l'économie sociale, c'est ça le changement de paradigme. C'est que tu n'es plus un consommateur, tu es un acteur. Un acteur, oui, tout à fait. Oui, c'est ça l'essence du modèle. Donc, peut-être une dernière intervention, puis après, on va conclure. Okay.
C'est Rachel de la Louisiane. En fait, moi, je travaille dans le secteur manufacturier. Et mon chef, le patron de l'entreprise, là, lui, il fait partie de quelque chose chez nous qui s'appelle capitalisme conscient. Okay. Consciente. C'est un mouvement un peu partout du monde, mais on a eu une conférence en Californie il y a quelques mois. Et la chose que lui, c'est pour important, c'est lui, c'est plutôt qu'on ne crée pas des choses en métal, on crée du valeur. Et si on est une entreprise sociale, ça dépend. L'économie sociale, ça dépend comment tu le vois. Mais pour lui, il ne crée pas des produits pour vendre. Mm-hmm. Il crée du valeur. Mm-hmm. Et c'est intéressant comme pensée. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis, juste pour conclure, en fait, par rapport à ça, oui, il y a l'économie sociale qu'on a vue aujourd'hui, mais il y a tout aussi un monde alentour. Donc, il y a beaucoup d'entreprises privées qui ne seront pas gérées nécessairement démocratiquement, mais vont avoir des valeurs. Donc, ce n'est pas que les entreprises d'économie sociale qui engagent des gens qui sont éloignés du marché du travail ou qui vont mettre des sous dans des programmes environnementaux ou vont impliquer les employés dans les décisions. Donc, il y a tout un monde alentour. Puis je pense que l'entreprise là, où Rachel travaille fait partie là, de ce monde-là. Donc, je vous ai mis 2 références si vous voulez en savoir un peu plus. Pardon. Le site économiesocialjeunesse.ca a été créé là, pour donner plein d'idées, de références, d'outils sur ceux qui voulaient en savoir un peu plus sur l'économie sociale. Et c'est sûr que c'est québécois, mais vous avez le portail d'économie sociale québec.ca qui regroupe tout le répertoire des entreprises au Québec. Des fois, ça peut vous donner des idées, des références. Et il y a aussi là, beaucoup là, de contenu, de sources, si vous voulez un peu avoir là, une idée, en savoir plus. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez... il y a des sites là, par un endroit où vous pouvez poser des questions et avoir un petit peu plus de contenu. Et si jamais vous avez envie là, de communiquer un peu plus avec moi, vous pouvez aller sur mon Facebook, qui est le Sophie Morissette Pro, P-R-O, pour professionnel. Donc, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Puis, je vais être là tout au long de la journée. Si vous voulez creuser un peu plus, ça me fera plaisir. Merci beaucoup.